Le 14 mai 1988 restera à jamais gravé dans la mémoire collective de Lyon comme le jour où une jeune mariée s'est volatilisée pendant son propre banquet de noces. Céline Fontaine, 23 ans, professeure des écoles, a disparu entre les murs d'une élégante salle de réception du quartier de la Croix-Rousse, sous les yeux de 150 invités. Sa robe de mariée a été retrouvée abandonnée dans le jardin, mais aucune trace de lutte, aucun témoin fiable, aucune explication rationnelle. Pendant 20 ans, sa famille a vécu avec cette question insoutenable. Comment une femme peut-elle s'évaporer au milieu de sa propre fête de mariage ? Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que la réponse se trouvait là, enregistrée sur une cassette VHS, oubliée dans le dépôt poussiéreux d'un traiteur. Des images qui, lorsqu'elles ont finalement été visionnées en 2008, ont révélé une vérité si dérangeante que même les enquêteurs les plus expérimentés ont eu du mal à y croire. Mais comment ces images cruciales ont-elles pu rester cachées pendant 2 décennies ? Et surtout, qu'est-ce qu'elles ont révélé sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, à la fin des années 80, était une ville en pleine transformation. Le quartier de la Croix-Rousse, historiquement connu pour ses canuts et ses traboules, s'était progressivement embourgeoisé. Les anciennes manufactures de soie avaient laissé place à des appartements rénovés et des commerces de proximité. C'était un quartier où tout le monde se connaissait encore, où les commerçants appelaient leurs clients par leur prénom, où les secrets de famille circulaient aussi vite que les rumeurs de marché. Céline Fontaine avait grandi dans ce quartier, dans un immeuble de la montée de la Grande Côte. Fille unique d'Hélène Fontaine, une couturière réputée du quartier, et de Jacques Fontaine, décédé d'un cancer en 1982, alors que Céline n'avait que 17 ans. La mort de son père avait profondément marqué la jeune femme, qui avait dû mûrir rapidement pour soutenir sa mère dans cette épreuve. Hélène, femme forte et digne, avait continué à travailler dans son atelier de la rue des Capucins, confectionnant des robes de mariée pour les jeunes filles du quartier. Une ironie cruelle du destin voulait que la plus belle création d'Hélène soit justement la robe que porterait sa propre fille, le jour de sa disparition. Céline était une jeune femme appréciée de tous. Professeure des écoles à l'école primaire du quartier depuis septembre 1986, elle était connue pour sa patience, sa douceur et son dévouement envers ses élèves. Les parents d'élèves la décrivaient comme une enseignante investie, toujours disponible pour un mot d'encouragement ou un conseil. Physiquement, Céline était de taille moyenne, avec des cheveux châtains qu'elle portait mi-longs, des yeux noisettes expressifs et un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Elle n'était pas d'une beauté spectaculaire, mais possédait ce charme naturel qui attirait naturellement la sympathie. Marc Delacroix, son futur mari, était arrivé à Lyon en 1985 pour travailler comme ingénieur civil dans un bureau d'études spécialisé dans les travaux publics. Originaire de Grenoble, il avait 26 ans au moment du mariage. Grand, brun, avec une carrure athlétique, Marc était un homme réservé mais fiable, méthodique dans son travail comme dans sa vie personnelle. Il avait rencontré Céline en septembre 1986, lors d'une fête de quartier organisée place de la Croix-Rousse. Leur relation s'était développée lentement, solidement, construite sur le respect mutuel et des valeurs communes. Après 18 mois de fréquentation, Marc avait demandé Céline en mariage en mars 1988 et la date du 14 mai avait été choisie pour célébrer leur union. La préparation du mariage avait été minutieuse. Hélène avait passé des mois à confectionner la robe de sa fille, une création en satin ivoire, avec des manches en dentelle de Calais, un travail d'orfèvre qui témoignait de son amour maternel. Le couple avait choisi la salle des fêtes de la Maison Brunet, une élégante demeure bourgeoise du XIXe siècle située rue Néyrette, transformée en lieu de réception. La cérémonie religieuse devait avoir lieu à l'église Saint-Bernard, suivie du banquet pour 150 invités.
Pour le banquet, Céline et Marc avaient fait appel à Alain Garnier, un traiteur renommé du quartier qui officiait depuis 20 ans. Garnier, alors âgé de 45 ans, était connu pour son professionnalisme et sa discrétion. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'il avait l'habitude de filmer discrètement les événements qu'il organisait, non pas pour espionner ses clients, mais pour améliorer ses services. Il utilisait pour cela une caméra VHS Panasonic, qu'il installait généralement dans un coin discret de la salle, souvent près de l'entrée de la cuisine où il travaillait. Cette pratique, qu'il n'avait jamais mentionnée à ses clients par crainte qu'ils n'y voient une intrusion, allait devenir cruciale 2 décennies plus tard. Le printemps 1988 à Lyon était particulièrement doux. Les températures étaient agréables, les arbres des pentes de la Croix-Rousse étaient en fleurs, et l'atmosphère générale était à l'optimisme. François Mitterrand était président, la France se préparait à célébrer le bicentenaire de la Révolution l'année suivante, et l'économie semblait se porter mieux après les années difficiles du début de la décennie. Dans ce contexte, le mariage de Céline et Marc représentait tout ce que le quartier aimait célébrer. L'union de 2 jeunes gens travailleurs, l'espoir d'un avenir heureux, la continuité des traditions. Le 14 mai 1988 était un samedi ensoleillé. La cérémonie à l'église Saint-Bernard s'était déroulée sans accroc à 15 heures. Céline était radieuse dans sa robe de mariée, confectionnée par sa mère, Marc élégant dans son costume 3 pièces, gris anthracite. Les photos prises devant l'église montrent un couple souriant, entouré d'une famille et d'amis heureux. Rien, absolument rien dans ces images ne laissait présager le drame qui allait se jouer quelques heures plus tard. Le cortège s'était ensuite dirigé vers la maison Brunet pour le vin d'honneur, qui avait commencé vers 17 heures. Les 150 invités s'étaient progressivement installés dans la grande salle de réception au premier étage. Une pièce magnifique avec ses hauts plafonds moulurés, ses lustres en cristal et ses grandes fenêtres donnant sur un jardin intérieur. Alain Garnier et son équipe de 4 serveurs s'affairaient entre la cuisine, située au rez-de-chaussée, et la salle de réception, apportant les plateaux d'amuse-bouche et servant le champagne. Le dîner avait débuté vers 19h30. Le menu, typique de l'époque pour un mariage bourgeois lyonnais, comprenait un feuilleté de riz de veau en entrée, un turbo-sauce hollandaise en plat principal et une pièce montée en dessert. L'ambiance était joyeuse, les conversations animées. Laurent Mercier, le témoin et meilleur ami de Marc depuis leurs études d'ingénieur à Grenoble, avait prononcé un discours touchant vers 21 heures, faisant rire l'assemblée avec des anecdotes sur la maladresse légendaire de Marc lors de leurs années d'études. Céline semblait parfaitement heureuse tout au long de la soirée. Plusieurs témoins ont confirmé qu'elle rayonnait, qu'elle dansait avec son mari, qu'elle circulait de table en table pour parler avec ses invités. Vers 22 heures, l'orchestre composé de 4 musiciens avait commencé à jouer, et les invités s'étaient mis à danser. La température dans la salle était montée, et certains invités étaient sortis dans le jardin pour prendre l'air frais du soir. C'est à 22h30 précise que Céline s'était approchée de sa mère. Hélène Fontaine se souvenait parfaitement de cet instant. Céline lui avait dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et de se rafraîchir un peu. Elle avait ajouté que sa coiffure commençait à se défaire et qu'elle voulait la réajuster. Hélène avait proposé de l'accompagner, mais Céline avait refusé gentiment, disant qu'elle n'en avait que pour quelques minutes. C'était la dernière fois qu'Hélène voyait sa fille. Les toilettes réservées aux invités se trouvaient au bout d'un long couloir, au même étage que la salle de réception. Pour y accéder, il fallait sortir de la salle principale, traverser un petit hall, puis emprunter un couloir qui menait également vers les anciennes chambres de la maison, aujourd'hui utilisées comme espace de stockage. Ce couloir était faiblement éclairé, avec seulement 2 appliques murales à l'ancienne, qui créaient plus d'ombre que de lumière. À 22h45, Marc avait commencé à s'inquiéter. Il avait demandé à plusieurs invités s'ils avaient vu Céline, mais personne ne l'avait croisée depuis qu'elle avait quitté la salle. À 23h, l'inquiétude s'était transformée en véritable angoisse. Marc, accompagné de Laurent et de 2 autres amis, avait commencé à fouiller systématiquement le bâtiment.
Ils avaient frappé à la porte des toilettes, vide. Ils avaient vérifié les autres pièces accessibles, personne. Ils étaient descendus au rez-de-chaussée, avaient interrogé le personnel de Garnier. Aucun d'entre eux n'avait vu la mariée. C'est vers 23h15 qu'un serveur, François Giraud, 24 ans, était sorti dans le jardin pour fumer une cigarette. Dans la pénombre, près d'un massif de rosiers contre le mur d'enceinte, il avait aperçu quelque chose de blanc. En s'approchant, son cœur s'était serré. C'était la robe de mariée de Céline, soigneusement pliée sur le sol, avec le voile disposé à côté. Les chaussures de la mariée, des escarpins ivoires, étaient posées à proximité, comme si quelqu'un avait pris le temps de tout ranger méticuleusement. La panique s'était immédiatement emparée de l'assemblée. Marc était descendu en courant dans le jardin, avait pris la robe entre ses mains, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Hélène avait hurlé, réclamant qu'on appelle immédiatement la police. Certains invités s'étaient mis à fouiller frénétiquement le jardin. D'autres avaient couru dans la rue adjacente, espérant apercevoir Céline. Mais il n'y avait aucune trace de la jeune femme. La police était arrivée vers 23h45. Les premiers agents sur place, 2 gardiens de la paix du commissariat du 4e arrondissement, avaient immédiatement sécurisé le jardin et interdit à quiconque d'y toucher. À 00h30, l'inspecteur Vincent Arnaud, un enquêteur expérimenté de 42 ans, était arrivé sur les lieux avec une équipe de la police judiciaire. Arnaud, un homme méthodique au visage marqué et aux cheveux grisonnants, avait déjà traité plusieurs affaires complexes à Lyon. Ce qu'il découvrait ce soir-là le troublait profondément. L'examen de la robe n'avait révélé aucune déchirure, aucune tache de sang, aucun signe de lutte. Elle avait été retirée proprement, délicatement même. Le voile était intact, les chaussures parfaitement alignées. Cela ne correspondait en rien à un enlèvement violent. Arnaud avait fait fouiller minutieusement le jardin par ses hommes. Le mur d'enceinte mesurait près de 2 mètres de hauteur, mais il était surmontable pour quelqu'un d'athlétique. Cependant, aucune trace de passage n'avait été détectée sur le mur ou au sol de l'autre côté, dans la rue Néyrette. Les interrogatoires avaient commencé immédiatement. Les 150 invités avaient été priés de rester sur place. Chacun avait été questionné. Aviez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Aviez-vous vu Céline après 22h30? Connaissait-elle quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Les réponses avaient été unanimes. Céline était heureuse. Elle n'avait aucun ennemi connu, rien de suspect n'avait été remarqué. Un détail avait particulièrement intrigué Arnaud. Un des invités, Michel Laporte, un collègue enseignant de Céline, avait mentionné qu'en sortant fumer vers 22h20, il avait vu un homme qu'il ne connaissait pas dans le hall près de l'escalier. L'homme, selon sa description, portait un costume sombre, avait environ 35 ans et semblait attendre quelqu'un. Quand Laporte lui avait demandé s'il cherchait quelque chose, l'homme avait répondu qu'il attendait un ami invité au mariage. Laporte n'y avait pas prêté plus d'attention, pensant qu'il s'agissait d'un retardataire. Mais cet homme n'avait été identifié par aucun autre invité, et personne n'avait revendiqué avoir invité un ami correspondant à cette description. Les jours qui suivirent, le 14 mai 1988, furent un cauchemar éveillé pour toutes les personnes impliquées. Marc Delacroix s'était effondré psychologiquement. L'homme méthodique et rationnel ne parvenait pas à comprendre comment sa femme avait pu disparaître littéralement sous ses yeux pendant leur propre mariage. Il avait pris un congé de son travail et passé ses journées à arpenter les rues de Lyon, montrant la photo de Céline à tous les passants, espérant désespérément que quelqu'un l'aurait vue. Hélène Fontaine, la mère de Céline, vivait dans un état de choc permanent. Cette femme forte qui avait survécu à la perte de son mari se retrouvait face à une épreuve encore plus terrible, l'absence de corps, l'absence de réponse, l'absence de possibilité de faire son deuil. Son atelier de couture était resté fermé. Elle ne pouvait plus regarder une robe de mariée sans être submergée par les souvenirs de ce jour maudit. Les voisins du quartier s'organisaient pour lui apporter des repas, car elle avait cessé de s'alimenter correctement.
L'enquête policière, dirigée par l'inspecteur Arnaud, s'était intensifiée durant les premières semaines. Des équipes cynophiles avaient ratissé la Croix-Rousse et ses nombreuses traboules, ces passages secrets caractéristiques du quartier qui auraient pu servir à faire disparaître quelqu'un rapidement. Les berges de la Saône avaient été fouillées, les égouts inspectés. Des avis de recherche avec la photo de Céline avaient été placardés dans toute la ville, puis dans toute la région Rhône-Alpes. L'affaire avait fait la une du Progrès, le quotidien régional, pendant plusieurs jours. Les enquêteurs avaient exploré toutes les pistes possibles. La première hypothèse avait été celle d'un enlèvement crapuleux, mais aucune demande de rançon n'était parvenue à la famille. De plus, ni Céline ni Marc ne venaient de familles particulièrement aisées. Marc gagnait correctement sa vie comme ingénieur, mais n'avait aucune fortune personnelle. Hélène vivait modestement de son travail de couturière. Il n'y avait aucune raison financière d'enlever Céline. La deuxième hypothèse avait été celle d'un prédateur sexuel. Arnaud avait fait vérifier tous les délinquants sexuels connus de la région lyonnaise. Chacun avait été localisé et interrogé. Leurs alibis pour le soir du 14 mai avaient été vérifiés minutieusement. Aucun d'entre eux ne pouvait être mis en cause. De plus, l'absence totale de violence, le fait que la robe ait été pliée avec soin, ne correspondait pas au mode opératoire des prédateurs sexuels habituels. La troisième hypothèse, la plus délicate, avait été celle de la fuite volontaire. Arnaud avait dû explorer cette possibilité, aussi douloureuse soit-elle pour la famille. Céline avait-elle pu avoir des doutes de dernière minute? Avait-elle une raison de vouloir fuir ce mariage? Les enquêteurs avaient interrogé tous les proches de la jeune femme. Ses collègues de l'école primaire avaient tous affirmé qu'elle semblait heureuse de se marier. Ses amis d'enfance avaient confirmé qu'elle était amoureuse de Marc. Son compte bancaire, modeste, n'avait montré aucun retrait inhabituel avant le mariage. Sa mère avait formellement écarté cette hypothèse, affirmant connaître sa fille et savoir qu'elle n'aurait jamais pu leur infliger une telle souffrance. Pourtant, certains éléments troublants avaient émergé. Une amie d'enfance de Céline, Sophie Blanchard, avait confié aux enquêteurs que quelques semaines avant le mariage, Céline lui avait semblé préoccupée. Lors d'un déjeuner ensemble début avril, Céline avait mentionné qu'elle avait reçu une lettre anonyme. Sophie ne se souvenait pas exactement des termes de cette lettre, mais Céline lui avait dit que quelqu'un affirmait connaître un secret sur sa famille. Céline n'avait pas semblé prendre cette lettre au sérieux, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie et n'en avait plus reparlé. Sophie n'avait mentionné cet incident qu'après plusieurs semaines d'enquête, ne lui ayant accordé aucune importance sur le moment. Cette information avait conduit Arnaud à se pencher sur le passé de la famille Fontaine. Jacques Fontaine, le père décédé en 1982, avait été employé comme contremaître dans une entreprise textile de Vèze. Les enquêteurs avaient découvert qu'en 1978, il avait été impliqué dans un accident du travail grave. Une jeune ouvrière, Martine Chevalier, 24 ans à l'époque, avait été grièvement blessée par une machine défectueuse. L'enquête interne avait conclu à une négligence dans l'entretien des équipements, mais aucune responsabilité individuelle n'avait été clairement établie. Jacques Fontaine, en tant que contremaître responsable de cette section, avait été entendu, mais jamais inculpé. Martine Chevalier avait survécu, mais était restée handicapée, et l'entreprise lui avait versé une indemnisation. Pouvait-il y avoir un lien entre cet accident vieux de 10 ans et la disparition de Céline? Arnaud avait retrouvé Martine Chevalier, qui vivait désormais à Villeurbanne. La femme, amère mais lucide, avait confirmé qu'elle avait longtemps gardé de la rancœur contre Jacques Fontaine, mais qu'elle avait tourné la page depuis longtemps. Elle était d'ailleurs dans un centre de rééducation à Saint-Étienne le soir du 14 mai, un alibi facilement vérifiable. Les mois avaient passé, puis les années. En 1989, l'enquête avait été classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Marc Delacroix avait quitté Lyon en 1990, incapable de continuer à vivre dans cette ville hantée par les souvenirs. Il s'était installé à Strasbourg, où il avait trouvé un nouveau poste d'ingénieur. Il ne s'était jamais remarié,
gardant toujours une photo de Céline dans son portefeuille. Laurent Mercier, son témoin et ami fidèle, était resté en contact régulier avec lui, témoin silencieux de la douleur qui ne s'était jamais vraiment apaisée. Hélène Fontaine était restée à Lyon, dans son appartement de la montée de la Grande Côte. Elle avait fini par rouvrir son atelier, mais avait cessé de confectionner des robes de mariée. Le quartier de la Croix-Rousse avait continué sa transformation, de nouveaux habitants s'étaient installés, de nouveaux commerces avaient ouvert. Mais, pour les anciens du quartier, la disparition de Céline Fontaine restait un sujet de conversation récurrent, une énigme non résolue qui faisait partie de l'identité locale, comme ces histoires mystérieuses que chaque quartier porte en lui. Des témoignages avaient occasionnellement ressurgi au fil des années. En 1993, une femme avait affirmé avoir vu quelqu'un ressemblant à Céline dans un marché à Annecy. La piste avait été vérifiée, mais il s'agissait d'une erreur d'identification. En 1996, un homme en Belgique avait contacté la police française, affirmant que sa voisine correspondait au signalement de Céline. Encore une fausse alerte. Ces espoirs répétés suivis de déceptions avaient été particulièrement cruels pour Hélène, qui à chaque fois revivait le traumatisme initial. L'inspecteur Vincent Arnaud avait pris sa retraite en 1999, après 35 ans de service dans la police. L'affaire Fontaine restait pour lui l'échec le plus cuisant de sa carrière, celle qui le hantait encore dans ses nuits d'insomnie. Il avait gardé dans son bureau personnel une copie du dossier qu'il relisait parfois, cherchant l'indice qu'il aurait pu manquer, la question qu'il aurait dû poser différemment. Alain Garnier, le traiteur qui avait organisé le banquet de ce mariage maudit, avait continué son activité pendant quelques années. Mais l'association de son nom avec cette tragédie avait progressivement nui à sa réputation. Les gens superstitieux évitaient de faire appel à lui pour leurs événements heureux. Il avait finalement vendu son entreprise en 1995 à un jeune entrepreneur, mais avait gardé le local de stockage rue Sergent Blandan où il entreposait une partie de son vieux matériel. Il y avait notamment ses anciennes caméras VHS qu'il avait cessé d'utiliser avec l'arrivée des caméscopes plus modernes au début des années 90. Ces cassettes, soigneusement rangées dans des cartons étiquetés par année, contenaient des heures de footage de mariage, baptême et autres événements. Garnier n'y avait jamais vraiment repensé, considérant qu'il s'agissait d'archives sans valeur particulière. Alain Garnier est décédé en février 2008 d'une crise cardiaque, à l'âge de 65 ans. Son fils unique, Thomas Garnier, 38 ans, gérant d'un restaurant à Villeurbanne, s'était retrouvé avec la tâche de vider l'ancien local de stockage de son père, rue Sergent Blandan. Thomas n'avait jamais vraiment connu les détails de l'activité de traiteur de son père. Enfant, il était trop jeune pour s'y intéresser. Et une fois adulte, il avait choisi un parcours différent dans la restauration traditionnelle, plutôt que dans l'événementiel. Le local de stockage était un véritable capharnaüm. Alain Garnier y avait entassé pendant des décennies du matériel de cuisine, des nappes, des décorations, des ustensiles de toutes sortes. Thomas avait commencé le tri en mars 2008, travaillant les week-ends pour vider progressivement l'espace qu'il comptait revendre. C'était un travail fastidieux, émotionnellement éprouvant aussi, car chaque objet lui rappelait son père. C'est le 23 mars 2008, un dimanche après-midi, que Thomas était tombé sur les cartons de cassettes VHS. Il y en avait une vingtaine, soigneusement empilés dans un coin du local, protégés de l'humidité par des bâches en plastique. Sur chaque carton, son père avait inscrit au marqueur noir une année, 1985, 1986, 1987, et ainsi de suite jusqu'au début des années 90. Thomas n'avait aucune idée de ce que contenaient ces cassettes. Par curiosité, il en avait pris quelques-unes au hasard et les avait rapportées chez lui, comptant les visionner pour comprendre pourquoi son père les avait conservées. Il avait encore un vieux magnétoscope VHS dans son salon, vestige des années 90 qu'il n'avait jamais pris la peine de jeter. Le soir même, après le dîner, Thomas avait inséré la première cassette dans le magnétoscope.
Les images étaient de qualité médiocre, filmées avec une caméra fixe et mal éclairée, mais on distinguait clairement une salle de réception, des tables dressées et l'activité d'un événement festif. Thomas avait compris. Son père filmait les événements qu'il organisait, probablement pour analyser son service et s'améliorer. Il y avait quelque chose de touchant dans cette découverte, cette preuve du professionnalisme méticuleux d'Alain Garnier. Thomas avait parcouru plusieurs cassettes, voyant défiler des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Les images étaient souvent répétitives. Des serveurs allant et venant, des invités mangeant et discutant, filmés sous l'angle statique d'une caméra placée près de la cuisine. Puis, il avait inséré une cassette marquée 1988. Il y avait plusieurs événements enregistrés sur cette même cassette, les uns à la suite des autres. Thomas avait commencé à faire une avance rapide, quand soudain, quelque chose l'avait arrêté. Sur l'écran, il voyait clairement une salle de réception qu'il reconnaissait, la Maison Brunet, où son père avait organisé de nombreux événements. La date incrustée automatiquement par la caméra indiquait 14/5/88. Thomas ne se souvenait pas de cet événement particulier, mais ce qui attira son attention fut l'atmosphère visible dans les images. On voyait des invités qui se déplaçaient rapidement, certains avaient l'air paniqués. Des hommes couraient dans différentes directions. Ce n'était pas l'ambiance habituelle d'un mariage joyeux. Thomas avait rembobiné et commencé à regarder la cassette depuis le début de cet événement. Les premières minutes montraient effectivement un mariage normal. Une jeune mariée en robe blanche circulait parmi les invités, souriante. L'angle de la caméra, placé légèrement en hauteur près de ce qui devait être l'entrée de la cuisine, offrait une vue partielle de la salle principale, mais surtout une vue dégagée sur le petit hall et le début du couloir qui menait vers les autres parties du bâtiment. Thomas avait regardé attentivement, fasciné malgré lui par ces images d'un mariage vieux de 20 ans. Et puis, à un moment donné, il l'avait vue. La mariée sortait de la salle de réception, seule, et s'engageait dans le couloir. La caméra la suivait du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse hors champ. Thomas nota l'heure sur l'écran. 22h29. Il continua à regarder. Pendant quelques minutes, rien de particulier. Des serveurs passaient dans le champ, portant des plateaux. Et puis, à 22h32, quelque chose d'étrange se produisait. Un homme entrait dans le champ de la caméra. Il ne venait pas de la salle de réception, mais semblait surgir d'une autre partie du bâtiment, peut-être de l'escalier. L'homme portait un costume sombre. Il regardait autour de lui, comme pour vérifier que personne ne l'observait, puis s'engageait dans le couloir, dans la même direction que la mariée avait prise quelques minutes plus tôt. Le cœur de Thomas s'était mis à battre plus vite. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans la manière dont cet homme se déplaçait lui semblait suspect. L'homme ne marchait pas comme un invité cherchant les toilettes. Il y avait quelque chose de furtif dans son attitude. Thomas avait continué à regarder, les yeux rivés sur l'écran. À 22h36, l'homme réapparaissait dans le champ de la caméra. Et il n'était pas seul, il tenait la mariée par le bras. L'image n'était pas assez nette pour distinguer précisément les expressions faciales, mais le langage corporel était éloquent. La jeune femme semblait résister légèrement, mais l'homme la tenait fermement. Ils échangeaient quelques mots, inaudibles bien sûr, car la caméra n'enregistrait pas le son. Puis, de manière troublante, la mariée cessait de résister. Elle hochait la tête comme si elle acquiesçait à quelque chose. L'homme et elle se dirigeaient alors ensemble vers ce qui devait être l'escalier, hors du champ de la caméra. Thomas avait mis la vidéo en pause, son esprit s'emballant. Qu'est-ce qu'il venait de voir? Pourquoi une mariée quittait-elle sa propre réception avec un homme? Et qui était cet homme? Thomas avait repris la lecture. Les minutes suivantes montraient l'agitation croissante visible dans la salle. Des gens commençaient à chercher manifestement quelqu'un. Un homme en costume 3 pièces, probablement le marié, apparaissait dans le champ, l'air inquiet, interrogeant les serveurs. Puis la panique semblait se généraliser. Thomas avait éteint le magnétoscope, troublé. Il ne savait pas ce qu'il avait vu exactement, mais il sentait qu'il venait de tomber sur quelque chose d'important. Le lendemain matin,
Lundi 24 mars, il avait fait une recherche sur Internet. Mariage Lyon 1988 disparition avait suffi. Les articles étaient là, archivés sur les sites d'actualité. L'affaire Céline Fontaine. La mariée disparue de la Croix-Rousse. Thomas avait lu avec horreur l'histoire de cette jeune femme évaporée pendant son propre mariage, un cas jamais résolu qui avait marqué Lyon. Il n'avait pas hésité. À 11 heures, il téléphonait au commissariat central de Lyon pour signaler qu'il possédait peut-être des images importantes concernant une affaire classée. Sa démarche avait d'abord été accueillie avec scepticisme. Les affaires anciennes attiraient régulièrement des témoins fantaisistes. Mais quand il avait mentionné l'affaire Fontaine et expliqué qu'il avait des enregistrements vidéo du soir même, le ton de son interlocuteur avait changé radicalement. Le capitaine Julien Maréchal, 45 ans, était le responsable de la brigade criminelle de Lyon en 2008. Ancien élève de l'inspecteur Arnaud, il connaissait l'affaire Fontaine par les récits de son mentor, qui lui en avait souvent parlé comme de son plus grand regret professionnel. Quand Thomas Garnier s'était présenté au commissariat le mardi 25 mars avec la cassette VHS, Maréchal avait immédiatement compris qu'il tenait potentiellement une percée majeure dans cette affaire vieille de 20 ans. La cassette avait été visionnée dans une salle d'interrogatoire, en présence de Maréchal, de 2 autres enquêteurs et de Thomas Garnier. Ils avaient regardé les images, en silence, plusieurs fois, analysant chaque détail. L'identification de la mariée comme étant Céline Fontaine ne faisait aucun doute. Sa photo avait été largement diffusée à l'époque. Mais l'homme en costume sombre, qui était-il? Les images étaient de qualité insuffisante pour une identification faciale directe. La caméra était positionnée trop loin, et l'éclairage du hall était trop faible. Les techniciens de l'identité judiciaire avaient été appelés. Ils avaient entrepris de numériser la cassette et d'appliquer les techniques modernes d'amélioration d'image. Même avec les logiciels de 2008, bien plus performants que tout ce qui existait en 1988, les résultats restaient limités. On pouvait estimer que l'homme mesurait environ 1,75 m, qu'il avait une carrure moyenne, des cheveux courts foncés, mais obtenir un portrait exploitable restait impossible. Maréchal avait contacté immédiatement toutes les personnes encore vivantes et localisables qui avaient été impliquées dans l'affaire initiale. Hélène Fontaine, désormais âgée de 67 ans, avait été convoquée pour visionner les images. La vieille femme, qui avait vieilli prématurément à cause de 20 ans de chagrin, avait regardé les images avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Voir sa fille vivante, bougeant, interagissant avec cet homme mystérieux, avait rouvert toutes les blessures. « Je ne reconnais pas cet homme », avait-elle murmuré d'une voix brisée. « Il ne fait partie d'aucune photo du mariage. Ce n'était pas un invité que nous connaissions. » Marc Delacroix avait été contacté à Strasbourg. Maintenant, âgé de 46 ans, il avait pris le train pour Lyon dès le lendemain. Revoir les images de son mariage, voir Céline vivante pour la dernière fois avant sa disparition, avait été une épreuve déchirante. Lui non plus ne reconnaissait pas l'homme. « Ce n'est aucun de mes amis, aucun de mes collègues », avait-il affirmé avec certitude. « Je ne l'ai jamais vu de ma vie. » Laurent Mercier, le témoin, avait également été convoqué. Désormais quadragénaire, il vivait toujours à Lyon, où il dirigeait sa propre entreprise de conseil en ingénierie. En visionnant les images, quelque chose avait titillé sa mémoire. « Attendez !» avait-il dit, demandant de revenir en arrière sur la vidéo. « Cet homme, la façon dont il bouge, je crois, il s'était tu, cherchant dans ses souvenirs. Le soir du mariage, je me souviens vaguement d'avoir croisé quelqu'un dans les escaliers, en fin de soirée. Je cherchais Céline partout. Cet homme montait alors que je descendais. Il m'avait bousculé légèrement et avait continué sans s'excuser. Sur le moment, j'étais trop paniqué pour y prêter attention. Mais maintenant, oui, je crois que c'était lui. » Ce témoignage, même imprécis, confirmait que l'homme des images était bien présent dans le bâtiment ce soir-là, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur d'interprétation.
Mais cela ne disait toujours pas qui il était, ni pourquoi il avait abordé Céline. Maréchal avait alors décidé de reprendre l'enquête depuis le début. L'ancien dossier avait été ressorti des archives. Tous les témoignages avaient été relus attentivement. C'est là que Maréchal était tombé sur le témoignage de Michel Laporte, le collègue enseignant de Céline, qui avait mentionné avoir vu un homme inconnu dans le hall vers 22h20. La description qu'il avait donnée en 1988, homme d'environ 35 ans, costume sombre, attendant quelqu'un, correspondait parfaitement à l'homme visible sur la vidéo. Michel Laporte, désormais âgé de 57 ans et retraité de l'Éducation nationale, vivait toujours à Lyon. Convoqué au commissariat, il avait visionné les images. « Oui », avait-il déclaré avec conviction, « c'est bien lui, l'homme que j'ai vu ce soir-là. J'en suis certain. Je me souviens parfaitement de son visage, même si je ne pourrais pas le décrire précisément aujourd'hui. Mais sa silhouette, sa façon de se tenir, oui, c'est lui. » Maréchal avait fait circuler les images améliorées parmi tous les invités du mariage qui avaient pu être retrouvés. Sur les 150 personnes présentes, 83 étaient encore en vie et localisables. Chacune avait été contactée, interrogée à nouveau. Aucune n'avait reconnu l'homme mystérieux. Cela confirmait qu'il ne faisait pas partie du cercle social de Céline et Marc, qu'il n'était pas un invité régulier. L'équipe de Maréchal avait alors exploré une autre piste. Si cet homme n'était pas un invité, comment était-il entré dans la maison Brunet? Le bâtiment était privé. La porte d'entrée principale était gardée ce soir-là par un employé de la salle de réception qui vérifiait que seuls les invités du mariage entraient. Maréchal avait retrouvé cet employé, Georges Milot, désormais âgé de 62 ans et retraité. Milot se souvenait parfaitement de ce soir terrible. « J'étais à l'entrée jusqu'à environ 22 heures, avait-il expliqué. Après, comme tous les invités étaient arrivés, j'avais rejoint mes collègues à l'intérieur pour aider au service. Mais je peux vous assurer que cet homme n'est pas passé par la porte principale pendant que je la gardais. Je m'en serais souvenu, car il n'aurait pas été sur la liste des invités. » Cette information était cruciale. Si l'homme n'était pas entré par l'entrée principale, comment était-il arrivé dans le bâtiment? Maréchal avait fait étudier les plans de la maison Brunet. Le bâtiment datait du 19e siècle et avait plusieurs accès. La porte principale, rue Néérette, une porte de service donnant sur une petite cour intérieure, accessible depuis une ruelle adjacente, et potentiellement des accès par le jardin depuis les murs d'enceinte. En 1988, la porte de service n'était pas verrouillée électroniquement, juste fermée par un simple verrou que n'importe qui pouvait ouvrir de l'intérieur. Si quelqu'un connaissait le bâtiment, il aurait pu y entrer discrètement par cette voie. Maréchal avait ensuite fait une découverte étonnante en épluchetant l'historique de la maison Brunet. Entre 1970 et 1975, le bâtiment n'était pas encore une salle de réception. Il appartenait à une famille bourgeoise lyonnaise, les Brunet justement, qui l'utilisait comme résidence secondaire. En 1975, après le décès du dernier héritier Brunet, le bâtiment avait été transformé en salle de réception. Mais qui avait connu le bâtiment avant cette transformation? Qui aurait pu en connaître la configuration interne assez bien pour s'y déplacer discrètement? Un des enquêteurs de l'équipe de Maréchal, le lieutenant Sophie Renard, avait eu une intuition. Elle avait demandé à vérifier si des personnes liées à Céline ou à sa famille avaient pu avoir un lien avec la maison Brunet ou la famille Brunet. Les recherches avaient pris plusieurs jours, nécessitant de fouiller dans les archives municipales, les registres d'employés, les documents cadastraux. Et c'est là que tout avait basculé. Le jeudi 3 avril 2008, Sophie Renard était entrée dans le bureau de Maréchal avec un dossier à la main et une expression grave sur le visage. « Capitaine, avait-elle dit, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Elle avait posé le dossier sur le bureau. « J'ai vérifié les registres du personnel employé par la famille Brunet entre 1970 et 1975. Devinez qui y a travaillé comme jardinier de 1972 à 1974 ?» Maréchal avait ouvert le dossier.
Le nom inscrit l'avait fait se redresser brusquement sur sa chaise. Bernard Chevalier. Chevalier, avait répété Maréchal. Comme Martine Chevalier, l'ouvrière blessée dans l'accident du travail impliquant Jacques Fontaine? Exactement, avait confirmé Sophie. Bernard Chevalier est le frère aîné de Martine. Né en 1953, il aurait eu 35 ans en 1988, l'âge estimé de l'homme sur la vidéo. Maréchal avait senti l'adrénaline monter. Continue. J'ai creusé dans le parcours de Bernard Chevalier, avait poursuivi Sophie. Après son travail comme jardinier chez les Brunet, il a enchaîné plusieurs emplois précaires. En 1978, au moment de l'accident de travail de sa sœur dans l'entreprise textile de Vèze, Bernard travaillait comme livreur pour un grossiste alimentaire. Sa sœur Martine a été gravement blessée à cause d'une machine défectueuse. L'enquête interne a pointé une négligence dans l'entretien, mais n'a jamais clairement désigné de responsable. Jacques Fontaine, le père de Céline, était contremaître de la section concernée. Jacques Fontaine n'a jamais été inculpé, avait objecté Maréchal. Non, mais selon les documents de l'époque, sa responsabilité a été questionnée. Il a été entendu plusieurs fois. L'entreprise a finalement indemnisé Martine Chevalier et l'affaire a été classée. Mais pour la famille Chevalier, cette conclusion n'a jamais été satisfaisante. J'ai retrouvé des coupures de presse de l'époque. Bernard Chevalier s'était exprimé publiquement, affirmant que sa sœur avait été victime de négligence coupable et qu'il ne lâcherait jamais l'affaire. Maréchal commençait à voir où elle voulait en venir. Tu penses que Bernard Chevalier aurait enlevé Céline par vengeance pour ce qui était arrivé à sa sœur 10 ans plus tôt? Ça expliquerait pourquoi cet homme connaissait la configuration de la maison Brunet. Il y avait travaillé. Ça expliquerait aussi pourquoi il ciblait spécifiquement la fille de Jacques Fontaine. Et ça expliquerait la lettre anonyme que Céline aurait reçue quelques semaines avant le mariage, mentionnant un secret familial. « Où est Bernard Chevalier aujourd'hui ?» avait demandé Maréchal. Sophie avait baissé les yeux. C'est là que ça se complique. Bernard Chevalier est décédé en août 1988, 3 mois après la disparition de Céline. Accident de voiture sur l'autoroute A6 près de Mâcon, collision frontale avec un camion, mort sur le coup. Le silence était tombé dans le bureau. Un suspect mort ne pouvait plus être interrogé, ne pouvait plus révéler ce qu'il avait fait de Céline. Mais Maréchal n'était pas homme à abandonner. Il vivait où ? À l'époque de sa mort, il habitait un petit appartement à Villeurbanne, rue Léon Blum. Mais attention, capitaine, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. Entre 1983 et 1988, Bernard Chevalier louait aussi un cabanon dans les monts du Lyonnais, près du village de Sainte-Catherine. Un endroit isolé, au bout d'un chemin de terre, qu'il utilisait apparemment comme atelier de bricolage. Le bail a été résilié après sa mort par sa sœur Martine, qui était sa seule famille. Maréchal avait immédiatement mobilisé une équipe. Le 7 avril 2008, une dizaine d'enquêteurs, accompagnés d'une unité cynophile et d'experts de l'identité judiciaire, se dirigeaient vers Sainte-Catherine, un petit village de 900 habitants situé à 30 km au sud-ouest de Lyon, dans un paysage vallonné de forêts et de prairies. Le cabanon de Bernard Chevalier se trouvait à la sortie du village, accessible par un chemin de terre mal entretenu. C'était une construction modeste, en pierre et bois, d'environ 40 mètres carrés, entourée d'une végétation dense qui avait envahi les lieux au fil des 20 années d'abandon. Les fenêtres étaient fermées par des volets de bois vermoulu. La porte, fermée par un cadenas rouillé, avait cédé facilement sous la force des enquêteurs. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, chargée d'humidité et d'odeur de moisi. La lumière du jour filtrait difficilement à travers les fentes des volets. Maréchal avait allumé sa lampe torche et balayé l'intérieur. C'était effectivement un atelier de bricolage. Des établis occupèrent les murs couverts d'outils rouillés. Des étagères supportèrent des pots de peinture séchés, des boîtes de clous, des morceaux de bois. Le sol en terre battue était partiellement recouvert de vieilles bâches en plastique. Les chiens avaient commencé à renifler méthodiquement les lieux. Après quelques minutes de recherche, l'un d'eux s'était mis à aboyer avec insistance près d'un coin du cabanon.
où les bâches semblaient avoir été déplacées puis remises en place. Les maîtres chiens avaient écarté les bâches, révélant le sol en terre. Maréchal avait fait signe aux enquêteurs d'apporter les pelles. Ils avaient creusé pendant près d'1 heure. À environ 1 mètre de profondeur, la pelle d'un des enquêteurs avait heurté quelque chose de dur, du tissu décomposé par 20 ans sous terre, mais encore identifiable. Et puis, progressivement, alors que la terre était dégagée avec précaution, des ossements étaient apparus. Le médecin légiste appelé sur place avait confirmé qu'il s'agissait de restes humains. Un squelette complet, en position fétale. Les vêtements décomposés étaient difficiles à identifier, mais près des ossements, les enquêteurs avaient trouvé un objet qui ne laissait aucun doute. Une alliance en or portant une inscription gravée. Céline et Marc, 14 mai 1988. Maréchal était ressorti du cabanon, le souffle court, les émotions mélangées. 20 ans. 20 ans que Céline Fontaine reposait dans cette tombe clandestine, à seulement 30 kilomètres de Lyon, pendant que sa mère, son mari, ses proches vivaient dans l'incertitude et l'espoir insensé qu'elle soit encore vivante quelque part. Mais il restait encore des questions cruciales. Pourquoi? Comment? Les ossements ne pouvaient pas parler, et Bernard Chevalier était mort depuis 2 décennies. Maréchal avait ordonné que les restes soient transportés à l'Institut médico-légal pour une analyse complète. Il avait également fait fouiller minutieusement le cabanon pour trouver d'éventuels indices supplémentaires. C'est dans un tiroir d'un établi, protégé par une boîte en métal, que les enquêteurs avaient découvert des documents, des lettres manuscrites jamais envoyées, que Bernard Chevalier avait apparemment écrites mais gardées pour lui. L'écriture était celle d'un homme tourmenté, oscillant entre colère et justification. Dans l'une de ses lettres, datée de juin 1988, Bernard Chevalier écrivait « Martine, je sais que tu ne comprendras jamais ce que j'ai fait. Tu me diras que ce n'était pas la faute de la fille, que la vengeance ne répare rien. Mais tu n'étais pas là, tu n'as pas vu son père refuser d'assumer sa responsabilité. Il a détruit ta vie. Et personne n'a payé. Sa fille allait se marier, être heureuse, alors que toi tu restes enfermé dans ton fauteuil. Cette injustice me brûlait chaque jour. Une autre lettre non datée révélait les détails de ce qui s'était passé. Je l'ai suivi pendant des semaines avant le mariage. J'ai appris son parcours, ses habitudes. J'ai su qu'elle se mariait à la maison Brunet, cet endroit que je connais si bien pour y avoir travaillé. J'ai envoyé la lettre anonyme pour la perturber, pour qu'elle sache que son père n'était pas l'homme qu'elle croyait. Le soir du mariage, je suis entré par la porte de service. Je savais exactement où me placer, où l'attendre. Quand elle est sortie de la salle, je l'ai abordée. Je lui ai dit que j'avais des informations sur son père, sur l'accident de 1978. Elle a d'abord voulu retourner à la fête, mais j'ai insisté. Je lui ai dit que c'était urgent, que cela concernait la mémoire de son père. Elle m'a suivi. La suite était plus trouble, l'écriture plus hésitante. Nous sommes descendus par l'escalier de service. J'avais garé ma voiture dans la ruelle adjacente. Je voulais juste lui parler, lui expliquer ce que son père avait fait. Mais elle a commencé à comprendre. Elle a voulu s'échapper. Il y a eu une lutte. Je n'ai jamais voulu. C'est arrivé si vite. Mes mains autour de son cou. Elle a cessé de bouger. Maréchal avait lu ses lettres avec un mélange de dégoût et de tristesse. Bernard Chevalier avait étranglé Céline, probablement dans sa voiture ou à proximité. Il avait ensuite transporté son corps jusqu'au cabanon de Sainte-Catherine, l'avait enterré, puis était retourné discrètement à la maison Brunet pour y déposer la robe de mariée dans le jardin, créant ainsi la mise en scène qui avait mystifié les enquêteurs. Le médecin légiste avait confirmé quelques jours plus tard que les marques sur les vertèbres cervicales du squelette étaient compatibles avec une strangulation. Céline Fontaine était morte le soir de son mariage, tuée par un homme obsédé par une vengeance mal dirigée. Le 10 avril 2008, Hélène Fontaine avait été officiellement informée que les restes de sa fille avaient été identifiés. La vieille femme, qui avait attendu pendant 20 ans des réponses, s'était effondrée. Au moins, maintenant je sais.
avait-elle murmuré entre deux sanglots. Je peux enfin lui dire au revoir. Marc Delacroix était revenu à Lyon pour la deuxième fois en quelques semaines. L'homme qui avait vécu 20 ans dans le doute savait désormais la vérité. Une partie de moi espérait encore qu'elle soit vivante quelque part, avait-il confié à Maréchal. Même si c'était irrationnel, même si les années passaient, j'espérais. Maintenant, cet espoir est mort avec elle. Martine Chevalier, la sœur de Bernard, avait été interrogée par les enquêteurs. La femme, aujourd'hui âgée de 54 ans, toujours handicapée suite à l'accident de 1978, était effondrée. « Je ne savais rien », avait-elle répété en pleurant. « Mon frère ne m'a jamais rien dit, j'ignorais complètement ce qu'il avait fait. Quand il est mort en 1988, j'ai pensé que c'était juste un terrible accident. Je n'ai jamais fait le lien avec la disparition de cette pauvre jeune femme. Les enquêteurs l'avaient cru. Rien n'indiquait qu'elle ait été complice ou même au courant des actes de son frère. Les fouilles du cabanon avaient également permis de retrouver les sous-vêtements et les chaussures que portait Céline le soir de sa disparition, cachés dans un sac en plastique au fond d'un placard. Bernard Chevalier avait gardé la robe de mariée pour la déposer dans le jardin de la maison Brunet, mais avait conservé le reste, peut-être comme une sorte de trophée macabre. L'enquête avait révélé d'autres détails sur Bernard Chevalier. Après l'accident de sa sœur en 1978, l'homme s'était progressivement enfermé dans une obsession vengeresse. Ses anciens collègues et voisins, interrogés, le décrivaient comme quelqu'un de plus en plus solitaire et amer au fil des années. Il parlait souvent de l'injustice subie par sa sœur, de son désir de faire payer les responsables. Mais personne n'avait imaginé qu'il passerait à l'acte de manière aussi dramatique. Le dossier de l'accident de voiture de Bernard Chevalier en août 1988 avait été réexaminé. Les gendarmes de l'époque avaient conclu à un accident banal, une collision frontale avec un poids lourd sur l'autoroute. Mais Maréchal s'était demandé si ce n'était pas un suicide déguisé. Les lettres retrouvées dans le cabanon montraient un homme rongé par le remords après le meurtre de Céline. « Je ne peux plus vivre avec ce que j'ai fait », écrivait-il dans sa dernière lettre datée. « Martine me pardonnerait-elle jamais si elle savait? Je ne peux pas le risquer. » Les funérailles de Céline Fontaine avaient enfin eu lieu le 18 avril 2008, exactement 20 ans après son mariage. L'église Saint-Bernard, où elle s'était mariée, était remplie. Outre la famille et les amis proches, de nombreux habitants de la Croix-Rousse étaient venus rendre hommage à cette jeune femme dont la disparition avait marqué le quartier. Le cercueil était fermé, les restes n'étaient que des ossements. Mais Hélène avait insisté pour y placer la robe de mariée qu'elle avait confectionnée avec tant d'amour. « Elle la portera pour l'éternité », avait-elle dit. Marc Delacroix était présent, accompagné de Laurent Mercier. Les deux hommes, aujourd'hui dans la force de l'âge, mais marqués par cette tragédie ancienne, avaient porté le cercueil avec d'autres proches. Marc avait lu un texte qu'il avait écrit « Céline, pendant 20 ans j'ai espéré te revoir. Aujourd'hui je peux enfin te dire au revoir. Tu resteras à jamais la femme que j'ai aimée, celle qui aurait dû être mon épouse, la mère de nos enfants. Bernard Chevalier t'a volé ta vie. Mais il ne peut pas voler nos souvenirs. » L'affaire avait fait la une de tous les médias régionaux et nationaux. L'histoire de cette mariée disparue, dont le mystère était enfin résolu 20 ans après, grâce à une cassette VHS oubliée, avait captivé l'opinion publique. Thomas Garnier, le fils du traiteur qui avait découvert les images cruciales, était intervenu à la télévision pour raconter comment il était tombé sur ces enregistrements. « Mon père filmait pour améliorer son travail », avait-il expliqué. Il n'aurait jamais imaginé qu'une de ces cassettes permettrait de résoudre une telle affaire, si seulement il avait su, à l'époque. Mais comment aurait-il pu deviner? Vincent Arnaud, l'ancien inspecteur qui avait mené l'enquête initiale en 1988, avait été contacté par Maréchal. À 62 ans, retraité depuis près de 10 ans, l'homme avait écouté le récit de la résolution de l'affaire avec un mélange de satisfaction et de regret. « Bernard Chevalier », avait-il murmuré. « Nous avions interrogé Martine Chevalier à l'époque, à cause du lien avec Jacques Fontaine, mais son alibi était solide.
Nous n'avons jamais pensé à vérifier si elle avait de la famille, susceptible d'agir par procuration. C'était une erreur. Maréchal l'avait rassuré. Avec les moyens de l'époque, sans les images vidéo, vous n'auriez jamais pu faire le lien. Il ne faut pas vous en vouloir. L'histoire posait aussi des questions plus larges sur la technologie et les enquêtes criminelles. Si Alain Garnier avait mentionné ses enregistrements vidéo en 1988, l'affaire aurait pu être résolue immédiatement. Mais il ne l'avait pas fait, par discrétion professionnelle, parce qu'il ne voulait pas que ses clients sachent qu'il les filmait sans leur consentement explicite. Cette pratique, discutable d'un point de vue éthique, avait involontairement prolongé le mystère de 20 ans. C'était aussi un rappel que des preuves cruciales peuvent parfois exister sans que personne n'en ait conscience, dormant dans des greniers ou des dépôts jusqu'à ce qu'un hasard les fasse ressurgir. Céline Fontaine avait été enterrée au cimetière de la Croix-Rousse, pas loin de la tombe de son père Jacques. Hélène Fontaine allait désormais pouvoir se recueillir sur une tombe réelle, plutôt que sur un souvenir évanescent. La vieille femme avait trouvé une forme de paix difficile, celle qui vient avec les réponses, même les plus douloureuses. Marc Delacroix était retourné à Strasbourg, mais il avait pris la décision de revenir à Lyon plusieurs fois par an pour se recueillir sur la tombe de Céline. Il ne s'était toujours pas remarié. Une partie de moi est restée figée ce soir du 14 mai 1988, avait-il confié à un journaliste. Je suis reconnaissant d'avoir enfin des réponses, mais ces réponses ne ramèneront jamais Céline. Pour le quartier de la Croix-Rousse, la résolution de l'affaire Fontaine marquait la fin d'un chapitre sombre de son histoire. Les anciens habitants qui se souvenaient de Céline pouvaient enfin refermer ce dossier mental qu'ils gardaient tous ouverts depuis 20 ans. La maison Brunet, toujours en activité comme salle de réception, avait dû faire face à une période difficile. Personne ne voulait célébrer son mariage dans un lieu associé à une telle tragédie. Mais avec le temps, comme toujours, la vie reprenait ses droits. L'affaire avait aussi permis de mettre en lumière la question des obsessions vengeresses et de leurs conséquences tragiques. Bernard Chevalier, dans sa quête déformée de justice pour sa sœur, avait détruit une vie innocente. Martine Chevalier elle-même avait déclaré publiquement « Si mon frère avait vraiment voulu m'honorer, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Céline Fontaine n'avait aucune responsabilité dans ce qui m'est arrivé. La vengeance ne répare rien, elle ne fait que créer de nouvelles victimes. » Thomas Garnier avait finalement décidé de donner toutes les autres cassettes VHS de son père à la police, au cas où elles contiendraient d'autres informations utiles pour d'autres affaires. Sur plusieurs milliers d'heures d'enregistrement, rien d'autre de significatif n'avait été trouvé, mais le geste symbolisait quelque chose d'important. Parfois, la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus, attendant qu'un regard attentif la découvre. Ce cas nous montre comment une obsession mal placée et un désir de vengeance peuvent transformer un homme ordinaire en meurtrier. Bernard Chevalier n'était pas un criminel né, mais un frère aimant dont la colère et l'amertume l'ont conduit à commettre l'irréparable. Il nous rappelle aussi que la technologie, même ancienne et oubliée, peut parfois offrir les réponses que les méthodes traditionnelles n'ont pas pu fournir. Une simple cassette VHS, entreposée pendant 20 ans dans un dépôt poussiéreux, a finalement permis à Hélène Fontaine de trouver une forme de clôture, aussi douloureuse soit-elle. Qu'en pensez-vous? Aviez-vous deviné le lien entre l'accident de travail de Martine Chevalier et la disparition de Céline? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus par des moyens inattendus.